Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain Salut à tous, salut Seb. et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'optimisation sémantique. Alors la semaine dernière, on avait revu, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, les facteurs de ranking avec Paul Grillet qui n'était pas là mais qui nous a fait une superbe étude sur le sujet. Et donc on avait parlé dans ces facteurs de ranking de l'optimisation sémantique qui arrivait quand même en tête des positions. Pour bien se positionner. Voilà, et moi, on s'est dit autant aller au bout des choses et de voir ce que c'est que l'optimisation sémantique et surtout de pourquoi bien l'utiliser. Donc on peut commencer, allez, direct, à chaud ou à froid, comme on veut, pour définir déjà, avant d'aller plus loin, ce que c'est que l'optimisation sémantique. Et donc, Romain, qu'est-ce que l'optimisation sémantique? Ouais, il faut qu'on commence par définir le terme. Effectivement, c'est pas Quand même. forcément. Alors, l'optimisation sémantique, c'est pas simple à définir en soi. Si vous voulez, c'est le. Alors, on parle du SEO, hein, évidemment. Donc, l'optimisation sémantique, c'est quoi? C'est essayer d'aller optimiser sur la partie sémantique d'un contenu, son contenu, pour faire en sorte que Google, en fait, le comprenne bien, euh, peut-être mieux que ses concurrents, que ce soit plus lisible que ses concurrents, que ça soit plus optimisé pour le coup. On va vous montrer ce que ça implique, hein, concrètement. Mais l'idée c'est ça en fait, c'est vraiment de se dire, bah ok, j'ai un contenu, en fait, il faut l'avoir en tête au moment où on rédige son contenu. Je commence mon contenu, qu'est-ce que je mets dedans par rapport à la concurrence évidemment, par rapport à de quoi je veux parler hein, principalement, et comment je fais en sorte que ce contenu il soit optimisé, mais du côté Google de la force en fait. Comment je fais pour être sûr que par rapport à la concurrence, en tout cas il est pas à l'ouest, il est ok, il est mieux que mes concurrents. Sur quoi je me base pour dire qu'il est mieux que mes concurrents sur la sémantique? Est-ce qu'il faut que je répète un tel nombre de fois telle ou telle occurrence? Comment ça fonctionne? Comment c'est établi par les outils? Comment je travaille avec les outils? Enfin voilà, c'est un peu de tout ça dont on va parler, mais ouais, difficile Ouais, de moi, définir vraiment ce que c'est que l'optimisation ouais, alors, sémantique. ouais, non, mais je te rejoins. Et je compléterais, mais parce qu'on en a déjà parlé, mais optimisation sémantique, c'est un, analyser l'intention de recherche, ça c'est important pour savoir de quoi on va parler, et d'utiliser les champs lexicaux et sémantiques après qu'on va mettre autour. Et dans ces champs lexicaux et sémantiques, il y a aussi tout ce qu'on appelle les entités nommées, voilà, de parler, si on parle je sais pas moi, de politique et du président de la République, bon bah on va avoir une tendance à parler d'Emmanuel Macron. Je fais pas de politique, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, si on parle du président de la République française, forcément que si on nomme pas Emmanuel Macron, on va avoir un trou dans la raquette quand même. Voilà. Donc tout ce qui est entité nommée et voilà. Bon. Mais c'est très compliqué, comme tu le dis, à le définir. Bon, alors après, maintenant qu'on a dit ça, pourquoi c'est important de le faire? Bah parce que c'est un facteur de ranking qui est hyper important. Et qu'on l'a déjà vu la semaine dernière, si vous avez écouté l'épisode, comme quoi c'est le top du top, voilà. Mais ça se comprend tout à fait, puisque Google aujourd'hui, quand il parcourt votre page, le contenu va permettre de le guider, guider la qualité de votre contenu va permettre de le guider pour savoir où positionner votre page en fonction de la requête qui va être tapée par vos futurs visiteurs. Donc forcément que plus c'est clair, précis, plus sémantiquement vous allez bien travailler tout ce qui est autour de votre requête, plus Google va avoir la facilité à positionner la page au bon endroit, en tout cas pour vous. Voilà. Donc c'est forcément incontournable pour le SEO. Il n'y a pas là, par contre là c'est la base de la base quoi. Il faut que votre page elle soit hyper riche hein, de ce point de vue-là. Bah, une fois qu'on a dit ça, je sais pas si tu voulais rajouter des choses sur le. Oh, non, non, pour le coup, non, non, c'est bon. Ça va. On peut passer sur comment fonctionnent les outils d'optimisation sémantique. Alors, on va vous dire, petit teasing, tout à l'heure, les différents outils qui existent. Voilà, donc là, on va pas rentrer dans le détail d'un seul. Mais l'idée, c'est de savoir comment fonctionnent les outils d'optimisation sémantique. Donc, et puis, nous, on en utilise en plus, on vous l'a déjà dit, hein, assez régulièrement. Donc, comment ça fonctionne, Romain, ce type d'outil? Ouais, donc si vous allez partir sur un travail d'optimisation sémantique, forcément vous allez utiliser un outil. Donc comme tu disais, Seb, on vous parlera après des outils, ceux qui ont d'autres préférences et pourquoi, etc. Mais là, retenez que sur le fonctionnement basique, bête et méchant d'un outil d'optimisation sémantique, comment ça fonctionne concrètement? Ben, l'outil, en fait, sur une requête que vous allez taper, vous allez générer un guide.
Et sur ce guide-là, l'outil va vous dire, bah, voilà les occurrences qui sont répertoriées chez la concurrence. Généralement, c'est le top 10 hein, qui est pris en compte. Donc voilà les occurrences, voilà les sujets traités, voilà les mots. Hein, concrètement, on parle de mots en fait. Hein, bah, ça va être tel mot. À chaque mot va être ajouté une pondération, c'est-à-dire que bah, tel mot en moyenne, idéalement, enfin en tout cas côté concurrence, il est traité de tel nombre de fois dans les contenus. Donc vous allez avoir, je sais pas moi, si on prend un exemple, je sais pas, t'as un exemple là, j'ai pas d'exemple qui me viennent. De quoi? Un exemple d'intention de recherche? Ouais, si on cherche un mot clé, par exemple, Planter des tomates, à quelle saison planter ces tomates? Ça, on l'avait déjà fait ça. on revient Non, sur mais les pas tomates. original. Voilà, comment planter les tomates? Eh ben vous allez avoir le mot tomate qui typiquement va être répété au moins 40 fois chez les concurrents. Vous allez avoir planté qui va être 30 fois et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez une liste comme ça de mots qui sont répertoriés avec un nombre d'occurrences moyenne, on va dire, sur la concurrence. Donc en fait, ça vous donne un cadre, ça vous dit, ben, ok, pour être à peu près ok sur l'optimisation sémantique, il faut que j'utilise ces mots-là dans la fourchette qui m'est donnée d'occurrence en fait par rapport à la concurrence. Et ça sera d'autant plus vrai que vous allez monter sur les résultats. C'est-à-dire que les trois premiers, pour moi, ça va être ceux qui vont être ciblés en priorité. Vous allez travailler surtout par rapport aux trois premiers et vous allez dire, ben ok, les trois premiers, ils ont telle occurrence de nombre de mots. Il faut que j'ai à peu près la même occurrence et il faut que mon contenu à côté soit évidemment lisible, digeste. Le but du jeu, c'est pas de rajouter des mots comme ça bêtement, puisque ça servira pas en fait. Enfin, la moitié du travail sera fait, mais certainement pas fait à 100% pour que ça puisse ranker. Là, on vous parle strictement de l'optimisation sémantique, mais vous allez voir qu'il y a ça c'est 50% du travail en fait. D'aller rajouter des mots comme ça en occurrence et optimiser ça sur votre contenu, pour moi, c'est 50% du travail sur l'optimisation sémantique. Les 50 autres pourcents, ça va être le champ lexical utilisé. Ça va être l'angle différent que vous allez utiliser. Ça va être qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Est-ce que vous allez ajouter des informations qui sont pas qui sont pas traitées par la concurrence. Et ça, en soi, les outils d'optimisation sémantique sont limités là-dessus. Ils peuvent vous aider. Je pense à Totasso, notamment, qui permet via certains prompts d'aller chercher des gains d'informations, notamment. Et là, ça va être hyper pertinent. Mais c'est pas intégré nativement dans les outils d'optimisation sémantique. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Mais en tout cas, sur l'optimisation pure et dure, bête et méchante, déjà, il faut le faire, ce travail-là. Voilà. Même si on a l'impression de cocher des cases et de mettre des nombres de mots parfois et d'optimiser par rapport à ça. Oui, mais c'est important parce que Google le prend en compte encore aujourd'hui et de façon, on l'a vu hein, sur le dernier épisode de podcast, de façon assez nette sur les corrélations fortes. Donc, voilà, faut le faire, mais sachez que c'est pas aussi bête et méchant que ça paraît. Et enfin, en tout cas, voilà, les outils fonctionnent comme ça. Ils vont vous donner une liste de mots concrètement et tel mot, tel nombre d'occurrences, voilà, utilisés chez les concurrents, quoi. Donc, ça vous donne une indication sur l'importance d'un mot qui est utilisé un nombre de fois chez la concurrence. Ouais, et puis les outils, comme tu le dis, en plus, seront encore amenés à évoluer. Tu parlais rapidement de TOT, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que, bah, plus ça va, plus il y a l'intention de recherche qui va être calculée, parce qu'en fait, vont vous donner un score global d'optimisation sémantique. Mais de plus en plus, en fait, ce n'est plus juste un calcul de mots, mais voilà, ils vont prendre, parfois de plus en plus souvent des groupes de mots qui peuvent avoir des intérêts. Voilà, graines de tomates n'a pas le même poids que graines et tomates séparées, quoi. Donc voilà, tout ça, en fait, ça va devenir de plus en plus, la complexité, c'est pas juste de calculer le nombre de mots et le nombre d'occurrences. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Voilà, l'intention de recherche, et ça peut même maintenant calculer, de plus en plus maintenant, le contenu enrichi que tu vas proposer, et cetera, et cetera. Donc tout ça, ça va arriver si ça ne l'est pas déjà. Quand on a dit ça, bah, pourquoi il faut, optimiser sémantiquement, vos contenus SEO? C'est vrai que vous pourriez venir nous dire: «Bah, moi de toute façon j'écris mon texte». Alors avec de l'IA ou pas, mais bah, voilà, après pour peu que je réponde, à la demande, c'est bon? Bah, non, pas tant que ça. En fait, voilà, comme on le disait, il faut que ce soit assez riche. Et pourquoi il faut que ce soit assez riche? Il y a plusieurs bénéfices. D'abord, le premier, c'est un meilleur positionnement global. On l'a vu la semaine dernière avec l'étude de Paul. Plus votre champ lexical va être riche, plus vous allez utiliser des synonymes,
des entités nommées, comme je disais, voilà, des noms d'entreprises, de personnalités, plus Google va mieux comprendre de ce dont parle votre page. On parle généralement de Google, mais parce que Google comprend mieux votre page, alors il va la positionner aussi et la proposer plus facilement, aux personnes qui recherchent la requête. Donc ça c'est la première des choses. Vous l'aviez c'était sous-entendu par rapport à ce qu'on disait au début, mais c'est le 1er des bénéfices, c'est un meilleur positionnement global. Deuxième bénéfice? Deuxième bénéfice, c'est sur l'expérience utilisateur, qui est améliorée du fait de l'optimisation sémantique qu'on aura fait sur un contenu. Pourquoi? Parce qu'un contenu qui est clair, qui est bien structuré, qui répond pertinemment aux intentions de recherche, fait que en fait, presque mécaniquement, on va mieux répondre à l'intention utilisateur. Et qui dit meilleure réponse à l'intention utilisateur, pardon, dit une expérience utilisateur qui est améliorée. Donc en fait, alors on peut d'une certaine façon le synthétiser à l'extrême avec le title, où effectivement là on va dire que si on résume, enfin comment dire, si on prend par exemple le title, on sait que c'est un énorme impact sur le CTR et donc sur le fait d'aller cliquer sur l'article et de pouvoir répondre à l'intention utilisateur en l'occurrence. Si on fait déjà ce travail d'optimisation sémantique à l'échelle simplement du title, on voit déjà qu'il y a un impact sur l'intention de recherche et on voit qu'on répond ou non à l'intention de recherche. Là, c'est l'impact, il est immédiat. Si on l'a vu d'ailleurs sur l'épisode de la semaine dernière, sur l'optimisation du title. Si on l'a bien optimisé, si on a mis son mot clé et qu'on l'a mis plutôt au début et que ça répond vraiment parfaitement à l'intention utilisateur, c'est un poil copyrighté pour que ça puisse être cliqué. Ben là, on sait qu'on a une optimisation sémantique qui a été faite sur son title et qui a un impact direct après sur la visibilité de son contenu sur Google. Vous voyez, là, il y a un impact majeur. Et cet impact-là, il peut être étendu en fait à un article entier, en fait, sur l'optimisation sémantique. Parce que si on optimise bien son contenu, qu'on répond bien surtout à l'intention utilisateur ou aux intentions utilisateurs, parce qu'il y en a très souvent plusieurs hein, sur un contenu pour le coup, et ben on apporte une meilleure expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, elle sera transformée en signaux côté Google. Quoi qu'il arrive, sur une page, Google traque tout. Si vous êtes sur Chrome, c'est son espion favori. Il traque tout ce que vous faites sur une page si vous êtes sur Chrome en fait. Donc tout ça, c'est des signaux qu'il va collecter, qu'il va capter et qui va faire que pour lui, ben ok, ce contenu-là, il a des super signaux. Donc en fait, j'ai tout intérêt à le mettre dans les premiers résultats puisqu'il répond parfaitement aux intentions utilisateurs. Et ça, c'est parce que vous aurez optimisé sur la sémantique aussi votre contenu. Oui, très important, ça, l'expérience utilisateur. Alors c'est vrai que c'est comme on le dit, régulièrement, le SEO touche à énormément de domaines au final, marketing, tout ça. L'expérience utilisateur, parce qu'on a des spécialistes de l'UX, donc on va surtout pas, marcher sur la plate-bande, chacun son métier. Mais par contre, il faut que vous ayez ça en tête quand vous allez créer votre contenu, parce que c'est indispensable et vous pouvez pas le laisser de côté, quoi. Troisième bénéfice, c'est une meilleure indexation. Beh, là, enfin, ce qu'on vous dit là, en fait, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien quand on le lit. Mais forcément que si Google comprend mieux de quoi parle votre texte et que votre texte est riche sémantiquement, forcément que déjà, il va faciliter l'indexation parce que plus il comprend vite, plus il indexe, alors j'allais dire plus il comprend vite, plus il indexe vite. Non, parce qu'il faut venir qu'il scanne votre page. Mais en tout cas, il aura plus de facilité à indexer votre page. Voilà, s'il comprend mieux. Un exemple criant, c'est que si toutefois vous faites un texte de 50 mots sur une page, Google va avoir énormément de mal à comprendre de quoi parle votre page. Très peu de mots, c'est très, très compliqué pour lui, et en plus, il risque de taper à côté. Donc généralement, il va pas indexer la page, car il aura pas assez de contenu. Voilà. Donc derrière, si en plus vous mettez le nombre de mots qu'il faut bien et avec la richesse sémantique qui va bien derrière, et ben bingo, l'indexation de la page sera faite. Voilà. Je parle pas de positionnement, hein. On parlait du positionnement tout à l'heure, là je parle de l'indexation, hein, le fait que Google scanne votre page et la met dans son index. Voilà. Voilà. Donc en plus, si c'est enrichi sémantiquement, elle va être bien positionnée, mais déjà c'est le fait qu'il puisse la mettre dans ses résultats. Donc ça sera peut-être 50e si c'est pas optimisé hyper bien. Et peut-être sur les deux premières pages si c'est top. Mais c'est déjà une première étape, hein, l'indexation. Si on peut gagner du temps là-dessus, clairement, et aujourd'hui c'est un enjeu critique hein, côté Google, on le rappelle. Donc voilà, donc déjà ne pas perdre de temps sur l'indexation, c'est déjà très très bien. Et
Si l'optimisation sémantique le permet, et ça le permet effectivement, c'est vraiment, on prend date en fait, on commence à prendre date sur un contenu, sur un mot-clé, parce qu'on est déjà indexé. Après, il y aura toujours potentiellement des améliorations à faire sur le contenu, même au niveau sémantique dans le temps, mais au moins on a pris date et Google a indexé rapidement la page, donc déjà c'est un bon signal de son côté, quoi. De se dire bon ok, je suis pas obligé de repasser 3 fois sur cette page-là pour savoir ce que j'en fais, quoi. Et on a fait un épisode sur l'indexation, donc c'était comment indexer ses pages sur Google, donc je vous invite vraiment à aller le voir pour, creuser un peu plus ce sujet. Un autre bénéfice aussi à l'optimisation sémantique côté SEO, c'est le fait d'obtenir un trafic qui est plus qualifié. Alors déjà, l'optimisation sémantique, si vous êtes bien positionné, parce que vous avez fait un bon travail d'optimisation sémantique, vous attirez du trafic naturellement. Mais le fait de le faire bien, ça permet aussi de capter du trafic qui est plus qualifié. En fait, ça va potentiellement servir de filtre aussi, le fait de bien optimiser sémantiquement son contenu, puisque vous allez attirer forcément des... Comme vous allez adresser, comme vous êtes bien positionné, ça veut dire que vous avez bien adressé votre intention, vos intentions utilisateurs. Et le fait de bien adresser vos intentions utilisateurs fait que vous allez avoir un trafic qui est plus qualifié aussi. Plus de trafic, mais plus qualifié. Parce que les visiteurs qui vont arriver sur votre page, sur le contenu qui est optimisé, vont voir en fait que clairement ça répond aux intentions utilisateurs. Pourquoi? Parce que vous avez mis des tableaux, vous avez mis des listes à pubs, vous avez mis une infographie, vous avez mis des images, vous avez mis des vidéos. Voilà, votre contenu vraiment il sort du lot. Vous êtes bien positionné, donc vous avez fait tout le travail qu'il faut. Et forcément, le trafic est beaucoup plus qualifié de cette façon versus un contenu un peu lambda qui a réussi à se positionner, on sait trop comment parce qu'il n'y a pas de concurrence ou parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a fait, qui arrive sur votre page et s'aperçoit qu'en fait, tout ce travail d'optimisation sémantique, en fait, il est un peu léger, entre guillemets. Il est minimal parce qu'il vous a permis de vous classer, mais les gens arrivent, bon, c'est peu qualifié, ça clique pas vraiment, y a pas de transformation derrière. Bon, voilà. Mais par contre, si vous avez bien fait le travail et que c'est bien optimisé sémantiquement, mais qu'en plus vous avez fait en sorte que ça soit riche, que ça soit très intéressant à lire, que c'est riche, voilà, il y a un ton particulier parce que ça correspond au ton de votre marque, je sais pas. Enfin voilà, plein d'éléments qui font que le trafic arrive, mais en plus il est d'autant plus qualifié et c'est d'autant plus important ensuite sur la transformation, la conversion que vous allez avoir sur votre site. Ouais, puis c'est important ce que tu dis au niveau de ton de votre, marque. Alors, et certains sont assez bons là-dessus, je pense à Wallaxy parce qu'ils en ont beaucoup évoqué, mais c'est vrai que si vous adaptez un ton particulier, une approche particulière d'un sujet, voilà, ça peut être le tutoiement, ça peut être des émoticônes, ça peut être tout un tas d'astuces comme ça qui vont faire que derrière, vous allez avoir un ton qui va se différencier de la concurrence. Et ben, ça va être très, très intéressant, quoi. Au-delà de la richesse et de l'optimisation sémantique, vous avez aussi le ton et je trouve ça très intéressant. Et justement, l'avantage concurrentiel, c'est le 5e bénéfice de l'optimisation sémantique. Bon, bah, forcément, s'il y a une meilleure position, forcément, puis il y a un avantage concurrentiel. Mais si vous êtes plus riche, c'est aussi que vous allez chercher aussi peut-être un sujet que vous allez aller plus loin. Vous allez, avoir un vocabulaire qui va être beaucoup plus riche et donc forcément, vous allez peut-être, aussi aller chercher parce que je rappelle, si vous utilisez un outil d'optimisation sémantique, on va vous, entre guillemets, «vous guider» pour utiliser un certain vocabulaire et donc d'aller chercher peut-être aussi certains sujets de façon un peu plus naturelle que vous n'aurez peut-être pas traités, quoi. Voilà. Parce que si, on parle, allez, on reparle de nos tomates, et que vous oubliez de parler et qu'il y a un mot qui est le tuteur de tomates et que vous en parlez pas, et bah, peut-être que le fait de se dire: «Bah, il faut que je rajoute mon mot tuteur de tomates» va faire que vous allez créer un paragraphe sur comment choisir son tuteur de tomates. En quelle matière, quelle est la longueur, et cetera, et cetera. Est-ce qu'il est durable dans le temps? C'est pas le sujet de l'article, mais peut-être que, bah, en un paragraphe, vous allez pouvoir le guider et peut-être que si vous n'aviez pas eu ce terme-là, en fait, vous l'auriez pas évoqué. Voilà, donc ça peut vous apporter un avantage concurrentiel, énorme, pour dépasser vos concurrents, voilà, même sur des mots-clés assez compétitifs. Un autre bénéfice auquel on pense pas, en fait, c'est le maillage interne. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez faire des contenus, vous allez faire une série de contenus sur votre site qui sont bien optimisés sémantiquement, on sait de quoi ça parle, c'est riche, c'est varié, on le répète, hein, mais voilà, faut que ça rentre entre guillemets. Euh, le fait d'avoir ce cluster entre guillemets, on va y revenir après, hein, c'est important, mais le fait d'avoir
ces URL en fait, d'avoir plusieurs contenus va faciliter le travail du maillage interne derrière. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous dire, bah, ok, si on reprend un peu l'exemple que tu as pris juste avant, d'ailleurs, c'est super intéressant. Bah, sur les tuteurs, par exemple, bah, ok, dans mon contenu, j'ai rajouté un paragraphe sur les tuteurs d'automates, même si c'était pas forcément le sujet de mon article en premier, je l'ai quand même évoqué. Et ben ok, si après vous faites un article justement plus spécialisé sur les tuteurs d'automates, eh ben là, le lien et le maillage interne, il est évident en fait avec cet article-là. Même si ça va pas être au niveau sémantique, on va dire, on va pas être à 100% sur le glissement sémantique, etc. Parce que on n'est pas sur. Mais par contre, on va être sur des notions qui sont liées et qui font sens sur du maillage interne. Parce que si la personne arrive sur ce paragraphe en question et où on traite des tuteurs et il se dit ah oui, mais en fait les tuteurs, mais comment je fais d'ailleurs pour choisir mon tuteur? Et ben si vous mettez un lien qui est bien contextualisé et qui renvoie vers votre ressource qui permet de bien choisir son tuteur d'automate, bah, ça fait sens en fait. Et le maillage interne, il est clairement évident en fait là. Il est assez simple après entre guillemets à mettre en place. Mmh. Donc ça permet, voilà, d'avoir si vous avez des contenus qui sont bien optimisés sémantiquement, vous avez bien décrit chaque requête, vous avez bien travaillé chaque requête, etc. Bah, le maillage interne se fait plus naturellement, plus simplement. Et qui dit plus naturellement, plus de manière plus fluide, dit OK côté Google, quoi. Google voit que c'est un maillage interne qui est propre, qui est efficace, qui est logique, qui est sémantiquement propre. Donc en fait, pour lui, c'est bien et c'est un facteur qui est bien travaillé et ça permet d'aller booster ses pages aussi en interne et de bien pousser comme ça ses contenus, quoi. Ouais et puis dernier bénéfice, je rebondis pas là-dessus parce que tu l'as très bien dit, sur le maillage interne et je suis, 150 d'accord et je vous invite à nouveau à écouter notre épisode sur le maillage interne parce que c'est d'une puissance phénoménale, souvent sous-estimée, le maillage interne d'un point de vue SEO. Dernier bénéfice et non des moindres, c'est aussi d'optimiser, alors on optimise sémantiquement, mais ça nous aussi permet d'optimiser pour, tout ce qui va être, fameux featured snippet, encore un terme anglophone et la recherche vocale. C'est que tout ça, ça va permettre d'apparaître dans des extraits optimisés, alors notamment sur Google, position 0 certes, alors après on va parler de liste, de listicle aussi, qui va permettre de voilà, mais tout ça va permettre aussi d'aller se différencier, dans les PA, tout ça là, ça va forcément plus ça va être bien travaillé, mieux vous allez, vous tirer votre épingle du jeu parce qu'il n'y a pas que Google et les résultats classiques, voilà. Alors on va pas digresser sur la partie IA, mais je me doute aussi que derrière, il y a tout ça aussi qui va alimenter parce que si c'est bien travaillé d'un point de vue sémantique, l'IA aussi, vous allez pouvoir ressortir dans la recherche en IA. Donc tout ça, en fait, tous ces à côté là, ça va être hyper riche. Donc voilà, plus vous allez travailler, mieux ce sera. Et la recherche vocale, alors on sait que ça a un peu planté quand ils ont commencé à sortir là tous leurs, Alexa et tout ça là, au moment où ils ont sorti, ça devait être la révolution d'un point de vue SEO. Bon, on s'est aperçu que pas tant que ça. Ça peut prendre une autre dimension avec l'IA aujourd'hui, parce que ChatGPT, on a un échange, direct, vocalement, il répond. Donc on peut prendre peut-être encore un nouveau virage là, on verra si ça s'accélérera ou pas, sur la recherche vocale je parle, hein, pas sur l'IA, on a déjà pris le virage. Et donc ça peut être assez intéressant voilà d'aller, aussi d'avoir peut-être assez riche d'un point de vue sémantique pour répondre justement aux problèmes, aux recherches qui peuvent se faire vocalement avec ChatGPT. Moi je sais pas si vous avez testé, ChatGPT en vocal, mais c'est assez bluffant la vitesse à laquelle, elle répond. Je dis elle parce que c'est une voix féminine que j'avais, mais ou l'IA ou il qu'apporte. Voilà, sur les bénéfices, donc là, on en a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est hyper intéressant d'aller travailler, d'optimiser d'un point de vue sémantique. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce, quel outil on peut utiliser, quel outil il existe pour aller enrichir sémantiquement son contenu? On va vous en citer trois. Enfin, en tout cas, j'en ai noté trois. Il y en a d'autres, mais qui pour moi sont vraiment incontournables entre guillemets. Alors, il y en a deux qui sont similaires dans le sens où ils font un peu le même travail, c'est-à-dire on est vraiment sur des outils d'optimisation sémantique qui sont vendus comme tels. Ouais. Donc, je parle de TOTSEO et de Your Text Guru, qui pour moi, mais je pense que pour toi c'est la même chose, hein, sont vraiment les deux leaders enfin du marché, et qui sont les plus pertinents, les plus complets, les plus
je dirais même les plus en phase en fait avec ce qu'on peut extraire des SERP. C'est assez cohérent. C'est sur le nombre de mots, sur voilà, sur la façon dont ils traitent les entités, tout ça, ça me paraît clairement. Enfin, pour moi, ils sont clairement au-dessus. J'utilise les deux. Moi, j'utilise les deux au quotidien. Tot pour certains clients et pour mes sites, et Your Text Guru pour un client en particulier. Euh, donc j'aurais du mal à vous dire que l'un est meilleur que l'autre. En fait, les deux sont très bons. Ils sont pas forcément positionnés de la même façon. J'ai l'impression que Your Text Guru est plus à destination B2B. On va plus être sur des grosses boîtes, sur ce genre de positionnement. Et Tot sera un peu plus accessible, je pense, au plus grand nombre, de par l'UX, notamment, de par le nombre de fonctionnalités. Paul, pour le coup, le fondateur de Tot SEO, rajoute énormément de choses. Il bosse beaucoup sur son outil. Donc c'est toujours appréciable en fait. Et puis il rajoute des outils gratuits à côté qui sont en lien. Enfin voilà, donc je dirais assez complet Tot SEO. Si vous commencez vraiment sur l'optimisation sémantique et vous démarrez un peu dans cet univers, moi, j'aurais tendance à conseiller Tot. Your Guru est très costaud aussi, mais je pense qu'il est même plus pertinent sur la data extraite en fait, sur quand ils vont scraper les SERP et tout ça, ça me paraît quand même plus complet que que Tot SEO, pardon. Voilà, mais les deux sont très bons en fait, hein. Donc moi, je dirais choisissez-en un et travaillez-le à fond en fait et restez sur cet outil pour voilà, pour commencer à comprendre comment il fonctionne, pour bien le prendre en main jusqu'au bout et être bien autonome sur l'outil et voilà, et pas se disperser aussi. C'est bien d'avoir un outil, de bien le manier. Je sais pas quel est toi Ouais, ton utilisation. oui, oui, moi je suis très tot. Voilà, j'ai utilisé Vortex Guru. Alors je sais qu'il a beaucoup évolué moi depuis que j'ai arrêté de l'utiliser, donc je vais pas avoir un avis très objectif sur Vortex Guru parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Par contre, je sais que des consultants ou des personnes qui l'utilisent, je sais que c'est un très bon outil. Voilà, donc j'ai forcément un avis très biaisé parce que toi, je l'utilises au quotidien et que ça me convient dans mon utilisation. Donc c'est ça aussi, c'est voir aussi est-ce que ça vous convient. Je sais que toi, vous pouvez même l'utiliser, je crois que c'est une fois par mois gratuitement pour le tester. Donc je vous invite vraiment à le tester une fois pour voir ce que ça donne. Voilà, Urteguro est aussi un très bon outil. Après, il y en a plein d'autres. Vous avez 1.fr, vous avez SMJ, SEO Quantum, TextFocus, SEMrush aussi. Enfin, voilà, vous avez tous ces outils-là après derrière qui peuvent vous aider aussi. J'en ai un, mais là-dessus, je n'aurais pas d'avis parce que je les utilise pas. Donc voilà, il n'y a pas que Tot et Your Guru sur le voilà, même si c'est pour moi les deux plus pertinents du marché. Il y en a un nouveau que j'ai découvert qui s'appelle Neuron Writer, mais que je n'ai pas utilisé non plus. Donc voilà, je sais que j'ai rencontré une personne qui m'en a dit que du bien, voilà, mais je l'ai pas testé. Donc je vous invite vraiment à creuser le sujet si vous souhaitez aller voir comment ça fonctionne. Voilà. Mais après, utilisez celui qui vous consomme le mieux. L'avantage de TOT, et décidément, il va falloir qu'on demande à Paul d'être rémunéré parce que On on est le fait pas affilié. mal. C'est comme. Euh, mais en fait, on le fait, voilà, on vous rappelle, on n'est pas affilié, hein, donc on le fait de façon très objective et sans intérêt. Euh, mais voilà, l'avantage de TOT, c'est je trouve que Paul donne énormément de data, de sa façon d'utiliser l'outil. L'outil évolue aussi très souvent. Il l'améliore de plus en plus. Et moi, ce que j'apprécie vraiment dans TOT, en fait, c'est la partie intention de recherche, parce qu'il y a une partie intention de recherche avec des questions. Donc, ça va reprendre un peu les PA et tout ça, mais c'est intégrer l'outil. Donc c'est top. Il y a le maillage interne où vous pouvez scanner toutes les anciennes études que vous avez faites et également la plugger à la Google Search Console et il va vous faire des propositions de liens. Vous avez juste à faire un petit copier-coller. Vous allez pouvoir intégrer votre lien. Donc tous ces tout petits trucs là qui demandent énormément de boulot à Paul mais qui nous simplifient la vie. C'est voilà. Je dirais que je trouve ça, je trouve l'outil top quoi. C'est vraiment top de top. Donc voilà, donc à vous de faire votre choix. Voilà, on a une préférence pour TOT, mais je vous invite vraiment d'aller tester en fait différents outils pour voir ce que ça peut donner et que ça corresponde à vos attentes. Voilà sur les outils. Ça c'était Et un les outils. Ah, dernier. si tu voulais rajouter un troisième outil que Ouais, tu avais dit. juste le troisième outil, donc qui n'est pas en soi un outil d'optimisation sémantique, mais sur lequel on peut se baser pour travailler sa sémantique, c'est la GSC, donc la Google Search Console, sur laquelle on a fait un épisode dédié également, hein, qui a bien marché, donc on vous renvoie sur cet épisode si vous l'avez pas encore écouté.
La Google Search Console, on rappelle rapidement, un outil gratuit fourni par Google qui permet d'aller vérifier l'indexation de ses contenus, notamment, mais aussi qu'on peut travailler et qu'on peut utiliser, et c'est vivement conseillé sur la sémantique, puisque vous allez avoir toutes les requêtes qui sont tapées par les utilisateurs, qui vous permet de voir sur telle URL, en fait, les utilisateurs ont tapé telle requête. Donc parfois, ça vous donne des idées de sujets que vous n'avez pas traités et qui sont pertinents à les traiter sur une nouvelle URL. Donc c'est hyper intéressant. Et ça vous permet aussi de relever clairement un champ lexical, en fait, sur une URL. Vous allez avoir toutes les requêtes qui sont sorties. Et ça vous permet aussi éventuellement d'aller enrichir votre contenu avec ces nouvelles requêtes, ces nouveaux mots-clés secondaires, en quelque sorte, ce nouveau champ lexical. Et de ce point de vue-là, c'est hyper pertinent. Et la GSC fournit un volume de data qui est vraiment hyper intéressant et hyper exploitable très rapidement. Donc s'en passer serait dommage. Donc c'est pour ça qu'on l'a mentionné là. Donc si vous avez voilà des sites, des clients, et vous êtes connecté à la GSC, bah, c'est déjà un premier gros travail à aller faire sur la sémantique. À mon sens, peut aller se faire sur la GSC quoi. C'est hyper intéressant quoi. Il y a Et une c'est foultitude de données à aller extraire qui est super intéressante. et c'est gratuit. Et c'est gratuit, donc Google le fournit, donc voilà. Alors moi, je vous donne un petit tips, si vous ne le savez pas, parce qu'en fait, il y a une foultitude de données, mais malheureusement, si vous souhaitez les exporter, elles sont limitées. Exemple, tu parlais des requêtes, Romain, si vous allez sur les requêtes et que vous souhaitez exporter les requêtes, vous allez avoir les 1000 premières requêtes. Alors, ça fait déjà beaucoup, mais en fonction de ce que vous souhaitez utiliser, ça peut être bridé. Une petite astuce, et puis, si vous souhaitez avoir, on pourrait éventuellement vous faire une vidéo pour vous montrer exactement comment ça fonctionne si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez avoir l'intégralité des données, donc par exemple pour les requêtes, au lieu d'aller l'exporter, vous allez aller plugger alors Data Looker Studio. Alors c'est un outil que j'utilise peu, de moins en moins, mais par contre j'utilise principalement pour ça maintenant. C'est aussi un outil de Google qui est gratuit. Vous allez dans Data Looker Studio, il y a une petite manip à faire pour aller plugger votre Google Search Console. Donc là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous le voulez, j'insiste, dites-le nous dans le commentaire, on vous fera la vidéo. Et puis dans Data Looker Studio, vous allez pouvoir plugger votre Google Search Console et aller créer un tableau avec l'ensemble de vos requêtes. Et de ce tableau, en fait, vous allez pouvoir extraire après en format Google Sheet ou Excel. Et là, vous aurez l'intégralité de vos requêtes. Et ça, c'est top, parce qu'au lieu d'en avoir 1000, vous en aurez peut-être 4000, 5000 ou 10 000. Et ça va vous permettre de passer outre et de pas passer par un truc payant comme BigQuery ou des choses comme ça, où là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas plus loin, parce que sinon, on est reparti pour 20 minutes. Mais voilà, sachez que vous pouvez quand même obtenir l'intégralité des requêtes. Voilà pour les outils. Et puis, un petit plus pour aller plus loin, c'est que, alors tu en as parlé, Romain, sur le maillage interne, mais c'est vrai que pour aller encore aller enrichir d'un point de vue sémantique, forcément que l'idée, ça va être de lier par le maillage interne l'intégralité de vos contenus qui sont proches sémantiquement. Et bah, quand on est et si vous souhaitez vraiment bien le faire, et ben, faut le faire de façon à ce qu'on appelle un topic cluster, voilà, silo thématique, cocon sémantique. Enfin bon, vous avez tous les termes, voilà. Donc et tout ça, en fait, ça va venir permettre de relier tout ça et d'encore d'enrichir sémantiquement, puisque lorsque vous faites un lien, comme le disait Romain avec le maillage interne, ça va venir enrichir tous vos contenus autour. Donc voilà, donc la création et le fait de le penser en amont via un topic cluster ou un silo sémantique fait que ça va encore enrichir sémantiquement votre site et permettre de bien vous positionner. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller forcément d'écouter notre épisode dédié, puisqu'on a fait un épisode sur le topic cluster qui a plutôt bien démarré d'ailleurs, et puis où on a eu des bons retours. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter ou à le regarder sur YouTube pour savoir comment créer votre topic cluster. Voilà. Est-ce que Romain, tu voulais rajouter des choses Non, écoute, sur on a cette... été super complet du coup sur le sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, à revenir vers nous, les poser en commentaire, à liker les vidéos, évidemment. Comme toujours, hein, ça nous aide, ça nous permet aussi de savoir si on est bien sur les sujets, est-ce que ça vous convient, est-ce qu'il y a d'autres sujets à traiter qui sont connexes ou pas. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis, bon, de toute façon, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des likes aussi, ça permet de valoriser ce qu'on fait entre guillemets, même si on sait que ça vous apporte pas mal. Bon voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça aide aussi évidemment au référencement des vidéos et au podcast. Donc
Voilà. Et oui, et puis j'en profite aussi parce que, on a lancé des plus petits formats là, dernièrement. Donc c'est vrai qu'on avait lancé un audit, qu'une personne nous avait envoyé. On avait lancé, des outils. On vous a présenté quelques outils aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour si vous souhaitez, si c'est des formats qui vous plaisent, parce que là c'est assez récent et on en a fait peu, donc on a peu de retours. Mais voilà, de façon à ce qu'on voilà, et puis si ça vous plaît, nous le dire, parce que déjà ça va nous permettre de poursuivre. Et puis en plus, si vous avez des idées, d'outils, de techniques que vous souhaitez où on partage l'écran, bah, dites-le nous. Nous, on fait une petite vidéo de 10-15 minutes. Avec Romain, on est chaud sur le sujet, mais ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est ce que vous attendiez vous. Voilà, donc je profite de ce podcast et pour une fois qu'on n'a pas fait 1 heure, je dis ça par rapport à notre ancien épisode, on est un peu en avance. Je profite à vous demander ça, voilà, si vous pouvez nous mettre un commentaire sous ce podcast, pour nous dire ce que vous attendez, voilà, des sujets que vous souhaitez qu'on traite, des outils, des partages d'écran, sur quoi, voilà, n'hésitez pas, voilà, alors bien sûr, dans les commentaires sous cette vidéo ou dans le podcast ou via LinkedIn. Voilà, vous nous contactez en direct et vous nous dites, voilà, on a reçu quelques messages via LinkedIn d'ailleurs de personnes qui étaient très contentes et voilà, ça nous fait toujours chaud au cœur. Voilà, et puis dernière chose et non des moindres, quand même, on finit par le plus important qui est notre partenaire WebMyDay qui nous accompagne maintenant depuis le début, maintenant depuis plusieurs mois quand même, hein, qu'on a débuté ce podcast. Donc merci à eux. Voilà, si vous souhaitez vous former sur le digital en général, montage vidéo, community manager et le SEO, entre autres, voilà, ils vous accompagnent. Vous avez des coachs que vous voyez en individuel chaque semaine. Vous avez une vraie formation. Ce n'est pas juste des vidéos à regarder dans votre canapé et à abandonner au bout de 3 semaines parce que vous en avez marre. Donc, il y a un vrai coach qui vient pour vous guider et revenir sur les moments à retenir, les moments, pas les moments, le contenu à retenir de cette formation. Voilà, donc c'est top. Allez-y, allez-y, les yeux fermés. Et puis en plus, vous avez un code réduction dans les commentaires, donc ça vous permet de gagner un peu d'argent. Voilà, bah, écoutez, on arrive au terme de ce podcast. On a réussi à faire moins de 40 minutes, parce qu'on s'était dit que la dernière fois, c'était un peu long. Donc, et puis c'est l'objectif que vous ayez le maximum d'infos en peu de temps. Voilà, on se retrouve donc maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain, salut à tous. Salut à tous, salut Seb, et à bientôt. Ciao.